Bon, ce soir, on se retrouve, contrairement à d'habitude où j'ai trois invités, je n'en ai qu'un. Et pourquoi? Pour différentes raisons, il devait y avoir d'autres invités. Et finalement, je suis très, très, très content de n'en avoir qu'un, car il se suffit à lui-même. À chaque fois que je l'ai au téléphone, il me raconte quelque chose de génial. Donc, on en a sélectionné deux, et puis ça dérivera sûrement parce qu'il est très prolixe et il raconte toujours des trucs vraiment, enfin, en tout cas, moi que j'adore. Donc, je pense que vous, ça vous plaira. Et donc, je vais le présenter. Pat Béard. Et Pat Béard, je le connais depuis 40 ans. Mais lui, il ne me connaît pas depuis 40 ans, mais moi, je le connais depuis 40 ans. Parce que quand j'avais 10 ans, alors ça ne le rajeunit pas, mais bon, c'est pas très grave, et ben, je lisais Auto Verte, Auto Loisir. On en reviendra, on en reparlera d'ailleurs avec Guégan et compagnie. Il viendra peut-être d'ailleurs en reparler. Et je lisais de notre envoyé spécial en Californie, Pat Béard. Et ça veut dire, quand tu as 10 ans, Pat Béard, tu avais l'impression, si tu veux, que c'était un peu Schwarzy, tu vois, qui écrivait en Californie, tu vois. Et il racontait toujours des trucs. Enfin, moi, je ne savais même pas ce que tu as du drag race, des machins à Malibu. Tu dis, voilà, je savais qu'il avait une vie exceptionnelle. Le quotidien était peut-être différent, mais le petit Frenchie de 10 ans de l'autre côté, il avait l'impression que Pat Béard, il avait juste une vie exceptionnelle. Il écrivait des États-Unis pour le magazine que je préfère. Donc voilà. Après, par le hasard des choses, j'ai demandé à mon ami, je ne sais pas depuis combien de temps, j'ai suivi, il racontait tout plein de conneries sur la FIA, non je déconne parce qu'il y bossait, on en reparlera. Et puis, je déconne en disant ça. Et puis, on s'est un peu appelé, je lui ai dit, ça serait bien que tu racontes quelque chose, en particulier par rapport à une photo. Il en a fait d'autres parce qu'il était photographe. Donc, l'histoire, c'est qu'il est photographe et après, il a bossé en tant que, pour la FIA, pour gérer tout ce qui se passait autour des photographes. Si je dis pas, voilà, c'est très synthétique. Et donc, peut-être là, on va démarrer par ça, par peut-être, tu en as fait d'autres des belles, hein, mais la plus connue mondialement, il faut assumer parce que c'est la réalité. Si, mondialement connue, photo. Alors vous la verrez, je l'incrusterai au montage, de Monaco 85, où il y a une toute petite poussette entre Piquet et Patrese, avec une vue d'au-dessus, avec le châssis qui rappe de la BMW, enfin de la Brabham. Et la photo est. Bon, après, il va nous dire que c'est de la chance. Mais bon, il a quand même bien appuyé sur le bon bouton et à la bonne truc, parce que ce qu'on a souvent discuté, après je vais le laisser parler, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas tout automatique comme avec notre iPhone, comme fait le louche là maintenant. C'est-à-dire que c'était compliqué, c'est-à-dire qu'avoir un filet avec un truc, le bon moment, la bonne lumière, la bonne vitesse, etc. Enfin bon, et à la distance où ils étaient, voilà, c'est un vrai métier. Voilà, on en discute avec Dingo, ils se connaissent aussi parce que c'est la même équipe de Auto Loisirs Auto Verte. C'est des vrais, vrais photographes. Donc, cher ami, c'est à vous de parler. Monaco 85. Raconte-nous un peu l'ambiance et le avant, le après cette photo géniale. Voilà. Alors, le avant, j'ai eu la chance je suis revenu de Californie en 84, okay, mais j'habite en Angleterre. Enfin, c'est un peu compliqué, on ne va pas se lancer là-dessus. J'étais engagé par Gérard Mondestadt, qui avait une agence sensationnelle qui malheureusement pour des raisons X ou Y n'existe plus, mais il y avait dans son staff Bernard Assé et Jean-Marc Houbat. Et pour Monaco, il m'avait dit, écoute, comme moi j'étais salarié, il fallait qu'il me paye les frais. Il m'a dit, écoute, j'ai déjà Bernard et Jean-Marc qui descendent, toi, j'ai pas besoin de toi. Bon, j'ai dit à Gérard, j'écoute, moi je prends 2 jours de congé, j'ai mon frère qui habite à Cannes, je descends à Monaco. J'avais mon accréditation, parce qu'on avait toujours une accréditation permanente, ce qui était valable pour toute l'année sur tous les Grands Prix. Et donc, je descends à Monaco. Je descends sur la côte, pardon. Je dors chez mon frangin à Cannes et je descends au Grand Prix de Monaco. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, mes parents, qui avaient des amis qui habitaient Monaco, c'est un peu long, mais je vais essayer de faire Non, vas-y, c'est bien, vas-y. Donc, mes parents avaient des amis qui avaient un appartement vu sur le port de Monaco. Enfin, la façon dont mes parents me le disaient, c'était exceptionnel. Alors, j'ai dit, oui, bon, mais bon, tu sais comment des fois tu es avec tes parents, tu dis, oh là là, ils exagèrent et tout. Ouais. Bon, et donc, ce qui se passe. T'étais à l'époque encore où c'était des vieux cons. Après, tu as réfléchi, c'est ça. Voilà. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le dimanche matin, après le warm-up, parce qu'à l'époque, il y avait un warm-up pas long, mais un warm-up d'une demi-heure. Après le warm-up, j'ai dit, c'est quand même con, hein, je vais quand même aller voir cet appartement. Donc, je suis monté
parce que j'avais une invitation, il fallait un papier pour aller monter là-haut. Donc je suis monté là dans l'appartement, au 18e, et là, une vue. Mais alors, c'était sur le port de Monaco où tu voyais la montée de Sainte-Dévote, les S de la piscine qui étaient les anciens enfants. Je te passe avec tous les gradins devant et tout, la ligne droite des stands qui n'est pas une ligne droite à Monaco, qui est incurvée. Et moi, je me dis, bon, allez, moi, je reste là. Alors, tous les invités, ils étaient pour tout ce qui se passait avant le Grand Prix, ils étaient sur le balcon. Mais je me doutais bien que pour le départ, ils allaient tous rentrer à l'intérieur et regarder la télé. C'est ce qui s'est passé. Donc, moi, j'avais tout le. Et regardez la. Attends, là. Oui, 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 Et tu as cette vision-là avec le départ, donc le bout de la ligne droite, et tu n'es pas sur le regarde, balcon, tu es devant la télé. ils ont regardé le départ. Attends, je vais faire honnête. Ils ont regardé le départ et au deuxième tour, ils sont rentrés à l'intérieur. Bon, tant mieux. Moi, j'avais tout le balcon en boîte, donc je posais mes zincs un peu partout. Et le Grand Prix est un peu monotone, disons. Faut pas dire, j'aime pas dire autre chose. Mais je crois que c'était Alain qui était en tête et puis je l'ai baladé, vraiment. Et moi, ce que je faisais à l'époque, le temps m'embêtait trop, je faisais les photos du dessus avec un 300 mm. Mais à l'époque, mes finances étaient un peu limitées, donc j'avais le 300 f4, pas le 300 d8, le 300 f4 qui est petit. Mais en fait, il était très très pratique à manier pour faire des filets, pour faire des trucs, il était très léger. Et avec un Nikon F2 qui c'était indestructible, mais très lourd, et avec un moteur qui faisait. Alors que maintenant, les boîtiers modèles, ils font 20, 25 images par seconde, j'en sais rien. Et si tu veux, donc, ce qui s'est passé, c'est que je faisais les voitures, toutes les F1, l'une d'après l'autre, dessus. Puis à un moment donné, dans la montée de Sainte-Dévote, je vois que notre ami Patrice Piquet. Piquet, Nelson Piquet, il se rapprochait vachement de Patrese, et connaissant Patrese que c'était Un gros enculé. Ouais. un dur, hein. Ouais. Il se laissait pas passer Non, facilement. non, 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 non. Après, il est devenu gentil et il s'est refait Oui, une virginité, mais au début, c'était quand même une teigne. Hein. Il a eu des embrouilles quand même. Quand il est retourné chez Williams, ça c'est les sponsors qui ont dû lui remettre les pendules à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, wow, au 300, je vais être trop court, enfin trop long. Donc j'ai changé d'objectif, j'ai mis le 182.8, qui a un objectif. S'il y a des gens qui s'intéressent au matériel ancien, et que le 182.8 de chez Nikon, une pure merveille, vraiment. Il est compact, il est bien, il est facile à utiliser. Vraiment, je l'ai dit à Nikon au Japon et partout, je lui ai dit que c'était un des trucs les mieux qu'ils aient jamais fait. Et ça, et le 85 1.4. Mais enfin bon, passons. Donc je mets le 180. Je vois mes deux zigles là, qui descendent autour de la piscine. Je les vois dans la piscine, mais après ma vision, tout ce qui est la rascasse et le retour Tu ne vers voyais pas. je ne voyais pas. OK. Donc, je les suis comme ça, je suis Patrese qui est le genre, et ces deux cons-là, ils s'accrochent juste en dessous de moi. Mais à l'époque, comme je t'ai expliqué, le moteur, il faisait. Donc, j'ai 4 photos. Une première, là, si tu veux, qui est à moitié bien, une qui est très bien, une après qui est à peu près bien, et une qui n'est pas bonne. Okay. Mais le tout de tout ça, ce ne serait pas arrivé, la photo ne serait pas arrivée. Comme quoi, tous les photographes dans leur vie, tous, ils vont te le dire, ils ont eu des jours de chance et des jours où ils ont manqué de bol. Le jour de chance, c'est que la veille de ce Grand Prix, il avait plu. Et que le boulevard Albert Ier à Monaco, qui est la ligne de départ, qui en fait qui n'est pas droite, hein, elle est incurvée, comme tu vois à la télé. Une grande courbe à droite, oui. Ouais. Elle est incurvée. Elle est bordée d'arbres. Alors, quand il y a du soleil, les arbres font de l'ombre sur la piste. Donc, ce qu'il fout en l'air pratiquement toutes les photos. Là, comme il n'avait plus, l'asphalte était très noir, et comme il avait fait des gris, faisait couvert ce jour-là, tu n'avais pas d'ombre. Donc, ce qui fait que toutes les étincelles, les machins, les trucs, les flammes et tous ces trucs-là se voyaient bien mieux. Et pour paraphraser tout ça, pour finir dans tout ça, c'est que mon ami Bernard Assé, qui lui était en face du départ au départ à Sainte-Dévote, il a vu en même temps la même photo, le même accident, mais devant, de face. Alors, si tu veux, le truc, c'est que ce jour-là, Gérard Mondestadt, il a eu 2 de ses photographes, enfin 2, oui, qui ont eu la même photo sur 2 angles différents. Tu vois. Et le Alors, rêve.
Alors, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rembobiné le film parce que tous les photographes vont te dire à l'époque, quand tu t'excites, tu ouvres le boîtier, paf, tu fous tout le film en l'air. Donc j'ai rembobiné le film. Moi, je ne savais plus combien il me restait d'images, mais je m'en foutais. J'ai rembobiné le film et je l'ai mis dans une des poches de mon jean. Parce que les autres films que je faisais pendant la journée, je les mettais dans un sac. Là, je les mettais comme ça. Je voulais le donner à Gérard en disant fais gaffe là-dessus, il y a peut-être quelque chose. Okay, parce qu'à l'époque, il fallait développer les films. Hein, Ouais. alors, mais ce qui s'était passé, c'était que si tu veux bon, on finit le Grand Prix, machin. Je crois que c'est Alain qui a gagné ce jour-là. Et c'était l'année après, le fameux Monaco 84 où Ayrton s'était illustré. Et je crois que, enfin bon. Et donc on finit le Grand Prix, on se retrouve sur le podium. Moi, je retrouve Bernard, Jean-Marc et tous les autres, tout. Et, et je parle de l'accident. Mais attends, je vais revenir un instant en arrière. C'est qu'en fait, moi, quand il y a eu cet accident, les photographes vont te le dire, ça, quand tu vois pas dans ton viseur, tu vois que tu as fait quelque chose, mais tu sais pas ce que tu as fait. Parce que le rideau, à l'époque, tu sais, le rideau remonte et ça cache la vision. Okay, alors, les gens me disent, c'est pas possible. Mais c'est vrai. Même au 500e de seconde, il y a un moment donné où tu vois pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que Donc, c'est quoi? C'est l'instinct, c'est le cerveau qui fonctionne, mais tu vois pas ce que tu fais, quoi. C'est ton cerveau qui déclenche au bon endroit, mais par contre, tu sais pas ce qui s'est passé. ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai rembobiné le film, je suis rentré à l'intérieur et tous les gens étaient agglutinés devant la télé. Et moi, j'aurais pas dit, j'ai rien dit. J'ai appris à belle lurette de ne pas commencer à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Donc, je suis rentré à l'intérieur voir la télé et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain de merde. Pardon, excuse-moi. J'ai dit, oh là 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 là. Si je l'ai, ce serait bien. Si je l'ai, ce serait bien. Bon, le Grand Prix fini, on fait le podium, machin, truc. Je vois Jean-Bernard et, et Jean-Marc. Et Bernard est rentré sur Paris en voiture. Et moi, je restais un jour de plus parce que mes parents étaient sur la côte et que j'habitais, enfin, je logeais chez mon frère. Donc, voilà, donc, je lui ai donné tous les films, mais j'avais mis ce film à côté à papier, j'avais mis en morceau de papier en disant attention, vérifiez ça, il y a peut-être l'accident de Patrese et Piquet. Et bon, il rentre sur Paris. Bon, moi, je rentre le lendemain, le lundi, je rentre sur Paris. Et je ne sais plus si j'étais en avion ou en train, peut-être en train, je ne sais même plus. Mais bon, je rentre sur Paris, je vais à l'agence, et ils étaient tous comme des fous, là. Ils étaient comme des abeilles, des ruches des abeilles autour d'une ruche. Et je leur dis, est-ce que je peux voir mes photos? Ils avaient développé. Oui, 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 ne te casse pas la tête, c'est bon, machin, tout ça, tout ça. Et les vendeurs sont partis avec et tout. Je dis à Gérard, Gérard, montre-moi ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait? Ne te casse pas la tête, machin, ils sont là, on s'en occupe, va dormir. Un peu frustrant. Ouais. Et il me dit, reviens dans l'après-midi, laisse-nous travailler. Bon, donc je reviens dans l'après-midi, il y avait un cocktail de fait, avec les vendeurs, les photographes, tout. Et je crois que Bernard était là, ou Jean-Marc Aubin, je ne suis pas sûr, mais Bernard était là. Et, et donc ils m'ont dit, ils avaient vendu la photo, un match, un machin, un truc, je ne sais pas quoi. Et mais moi, à l'époque, j'étais salarié. Donc, tu vois. Alors que quand tu es indépendant, tu touches 50% des ventes. Mais là, Et c'est ce que j'allais te poser comme question, ce que ça t'a rapporté. Donc, en fait, une franche poignée de main. Gérard m'a donné un bonus à la fin de l'année. Il m'avait donné à l'époque 10 000 francs, ce qui fait quoi, 1 500 € à peu près. Ouais, enfin, ça faisait un peu plus, 10 000 francs à l'époque, quand même. Ça faisait un peu plus, oui, c'est sûr. Ça faisait un peu plus, 10 000 balles. Oui, c'était bien. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il a, lui, Et gagné. ça valait, à ton avis, j'ai aucun ordre d'idée à l'époque, ça valait combien? C'est rien. Moi, je pense qu'il a fait, il a dû faire 100 000 francs français de vente là-dessus. Parce que moi, tu vois, pour te dire, je vais raconter ma vie en une seconde. Ma grand-mère était abonnée à Match et je me souviens d'avoir la double avec ça et je me souviens de cette photo dans Match. À l'époque, il y avait de la Formule 1 dans Match, quoi. Ouais, à l'époque, il y avait exactement. Ils étaient très heureux de l'avoir vendu à Match. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est vrai que tout photographe, il a envie d'avoir ses photos dans Match, c'est sûr. Et mais bon, j'étais tellement heureux de l'avoir fait, d'avoir pu, si tu veux, m'imposer ou m'installer
comme photographe, parce que je n'étais pas connu, mais personne ne me connaissait. J'étais l'Américain, là. Et depuis ce jour-là, tous les photographes m'ont plus respecté. Plus, Oui, identifié. Mais moi, je me souviens que tu avais dû la reposter ou elle avait été repostée sur Facebook, un truc comme ça. Et je ne sais plus qui c'est, un de tes copains photographes américains ou anglais, qui disait que c'était toi. Et les mecs, ils étaient, ah, voilà. mais même, moi, je me rappelle des années après, il y a des jeunes photographes de chez Getty, quand j'étais à la FIA, et ils m'ont dit, ils ont regardé sur les sites et tout, ils m'ont dit, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit, oui, c'est moi. Voilà. Alors, non, mais si tu veux, de nos jours, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est l'évolution technique des choses. Hein. Tu peux rien faire contre ça. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment difficile de tout avoir en même temps. D'avoir la bonne lumière, la bonne mise au point, le truc, avoir assez de films, pas tomber en panne de films au milieu. Enfin bon, il y avait mille choses qu'il n'y avait pas, qu'on n'a plus maintenant, qu'on a moins maintenant. Et, et si tu veux, voilà. Bon, donc ça, c'était ça. Voilà. Et puis, mais Et j'étais du coup, 85, donc Monaco 85, donc dans leur chronologique, après, il y a plusieurs grands prix. Et puis dans l'été, je pense que ça doit être ça. C'est Zellweger, Autriche. en Et Autriche. là, on touche. Alors, il y a la photo en elle-même ou les photos que tu fais. Et puis, il y a aussi quelqu'un, enfin, je le dis en rigolant, paix à son âme, mais voilà, il y a des histoires autour de Guy Ligier qui avait un caractère bien trempé et qui avait à gérer notre ami de Cesaris. Ouais. Alors, donc Zelbec 85. Donc, ce que je sais, c'est que à l'époque, les gens me croiront pas, mais on y allait en bagnole. On était à deux ou trois dans la voiture et on y allait, on se payait les Mais je te, 1800 km en caisse. Quoi. Et je fais un rebond, c'est en parlant indirectement de Bernard Assey, c'est que j'avais passé un article là, sur la livraison de la 635 de Piquet et le gars qui fait la livraison raconte en effet que pour accéder à Zellweger, tu n'as qu'une seule solution, c'est la bagnole. C'est un coup d'autoroute après de la départementale de merde. C'était paumé au milieu de nulle part. Il n'y avait aucun accès possible. Aucun. Le truc, c'est que à l'époque, on parle bien du circuit de Zellweger, parce que maintenant, le circuit a changé, il s'appelle Spielberg, parce Oui. que monsieur et madame Red Bull, ils ont voulu changer les trucs, et en fait, le circuit a changé, il n'est plus physiquement le même. Mais bon, si tu veux, donc, pour aller à Zellweger, tu as deux façons. Tu vas à Vienne en avion ou en train, ou comme tu veux, et après, tu as 2 bonnes heures de bagnole. Ou tu vas à Graz, qui est un tout petit aéroport, et là, tu as une heure et demie de caisse. Voilà. Qu'est-ce qui était. Nous, à l'époque, on avait jugé avec. Je ne sais plus qui était venu avec moi, peut-être Bernard Bacagnan, et je ne sais plus qui était venu dans la voiture avec moi. Et, et on s'est dit, bon, allez, on va y aller en caisse. Et puis, ce qu'on faisait, c'est que on roulait. Et en Allemagne, tu avais le droit d'aller au taquet, ce qui était bien. En Autriche, non. Hein. Attention, en Autriche, non. Mais, et même déjà à l'époque, sur l'autoroute de l'Est, sur la 4, tu pouvais y aller au taquet parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pratiquement personne. Et donc, enfin bon, donc on va en Autriche. Et donc, c'est déjà à l'époque où tu roulais en Ferrari. Que, oui, C'est à oui, oui. l'époque, tu roulais déjà en Ferrari. Non, 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 oui. Donc, tu sais ce qu'on faisait, François, ce qu'on faisait, c'était. Ça, c'est un private joke. On vous racontera pourquoi Oui, 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 les histoires de photographes qui roulent en Ferrari. On après, en reparlera. Mais il n'a voilà. jamais roulé en Ferrari, hein, je vais dire. Voilà. Donc, Le voilà. truc, ce qu'on faisait, c'est que on appelait tous les constructeurs, et je dis bien tous les constructeurs, pour qu'ils nous prêtent des bagnoles. Okay. Sauf que pendant l'été, au mois d'août, c'est compliqué parce que les services de presse des grands constructeurs, ils sont fermés en été. Enfin, ils sont fermés, leur service est allégé, disons. Donc, c'est plus difficile à se faire prêter des caisses. Mais on tapait partout, hein. On tapait partout. On allait chez Honda, chez Renault, chez Peugeot, chez Volvo, chez Saab, peu importe, on tapait partout. Et chez Alfa Romeo, j'ai eu pas mal d'Alfa Romeo. Enfin bon, donc le Grand Prix se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du samedi au dimanche, on était terrible orage. Bon, orage, machin, tout, terrible, terrible orage. OK. Et quelqu'un chez Ligier, à l'époque, Ligier et tous les autres écuries, ils avaient des cars qui étaient transformés en motorhomes. C'était des cars aménagés pour recevoir des gens et qui servir de cuisine. Et donc, il y avait un auvent. OK. Bon, mais chez Ligier, il y a quelqu'un qui a oublié de Replier. replier le haut, ça fait qu'avec la flotte, tous les montants sont arrachés. Donc le dimanche matin, quand Guy a vu ça,
Alors, je ne dis pas que Guy, parce que paix son âme, je ne dis pas que Guy était pingre, mais enfin, disons qu'il était près de ses sous. Et quand il a vu ça, il commençait déjà à calculer les frais, la suite va lui donner un peu plus énervé. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Grand Prix, je ne sais pas encore, c'était encore une des McLaren qui était devant, peu importe. Bon. Et dans un des deux derniers virages qui revient vers la ligne droite, enfin, je sais plus comment, après ce qu'ils appelaient la Zax courbe, c'est une descente, il y avait un très joli fond d'herbe et tout, c'était très magnifique. Et en été, il y avait encore un peu de fleurs et tout ça. Bon, enfin bon. Et à un moment donné, pendant le Grand Prix, j'étais avec Gilles Levent, qui était à côté chez les Pépis, il était juste à côté de moi. Et il y avait les deux Ligier ensemble. Tu avais deux Césaris et Jacques derrière, Jacques Lafitte derrière. Bon, moi, je les suis, parce que je me dis, c'est vachement sympa d'avoir les deux coéquipiers ensemble sur la même photo. Ça arrive, mais pas souvent. Donc je le suis. Et ce Comte de Césaris, il commence à partir en vrac. Et comme il avait beaucoup plu, la bagnole s'est plantée dans le. Mais ça veut dire qu'il s'est loupé, c'est-à-dire qu'il est parti en glissade, quoi. Il est parti dans l'herbe. Il a loupé le virage, il est parti dans l'herbe. Et comme il y avait beaucoup de flotte et que c'était très humide, la voiture s'est plantée. Donc il a fait il a fait un saut périlleux par l'avant. Il en a fait deux même. Et c'est là qu'il a dit à Guy qu'il a fait un petit tête à queue. Un drôle de petit tête à queue. Enfin bon. Donc il passe. Et mon ami Gilles, qui lui, il filmait en noir et blanc, et il est arrivé au bout du film. Donc je crois qu'il a le début, mais il n'a pas la fin. Le manque de bol total, là, par contre. Il n'a pas, quand De Césaris commence à faire ses pirouettes, il ne l'a pas. Et là, c'était pareil. Donc, on remballe tout, on rentre sur Paris. Mais le 15 août, c'était le 15 août, je crois, le Grand Prix. Enfin, ouais, c'était en plein été, ouais, c'est ça. Ouais. Les magazines auto sont fermés. Personne n'en voulait. De Césaris, bon. Donc, c'est pas bien vendu. C'est vendu après, en illustration. Puis, comme il y a eu l'histoire que les journalistes ont rapporté, comme quoi André, il avait dit à Guy qu'il avait fait un petit tête à queue, et ça avait monté, donc il y avait eu un intérêt pour cette photo. Et comme j'étais le seul à l'avoir, et ce qui s'était, je crois bien que j'étais le seul, enfin bon. Et donc, si tu veux, mais est-ce que ça lui a coûté sa place, hein, parce que je crois, il faudrait que tu vérifies ça, parce que je crois, je mets ça au conditionnel. Je crois que le Grand Prix d'après, ça devait être Zandvoort, le Grand Prix de Hollande. Je crois qu'il avait été remercié et que c'est Philippe Streff qui avait pris son volant. Enfin, qui avait pris le volant de la Ligier. Mais et là, on peut envisager aussi qu'il y avait à l'époque, il pouvait y avoir aussi des petits, enfin que c'était pratique et que Guy avait besoin un peu de sous et que ça l'arrangeait, ou c'est une connerie ce que je dis? Non, je crois que c'est une connerie. Non, c'était juste que ça lui pétait les couilles et que l'autre, il avait pété une caisse complètement, il se foutait de sa gueule, lui a dit tu prends la porte et tu dégages, quoi. En gros, t'es plus cash. Il a pris la porte parce qu'il a foutu une bagnole dans l'air et que Guy et qu'il s'est foutu de la gueule. Et qu'il avait cassé le matériel, il avait vraiment cassé la voiture. Hein. Et qu'en plus, Guy, il était énervé de par son motorhome qui avait été arraché avec un machin. Tout ça mis à bout, ça l'avait bien remonté. Hein. Bon, écoute, Pat, c'est vraiment… bon, on a fait plus que les deux petites anecdotes qu'on avait prévues, mais moi, ça a rebondi, ça s'est déroulé super bien, donc je suis super content. On s'en refera, on va s'en reparler parce que bah voilà, moi je me régale. Je suis sûr que les autres les gens qui vont regarder et écouter cette émission vont apprécier parce que c'est vraiment très agréable d'avoir ton œil de photographe et puis ta vision rappelle-moi, 30 ans de F1 entre la FIA et photographe, même plus. Entre la FIA et photographe, ça fait près de 40 ans, 38 ans. Voilà, donc ça laisse un peu de recul. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.